Vous écoutez 6ème Science. Bonjour, bienvenue dans 6ème Science. Cet épisode est un peu particulier puisqu'il est placé sous le signe du podcaston. Et oui, 20 minutes participe cette année encore à cette belle initiative qui allie le monde de l'audio parlé à celui du milieu associatif. Du 15 au 21 mars, plus de 1653 podcasteurs du monde entier, oui 1653, c'était très précis, diffuseront simultanément un épisode inédit de leur flux, mettant en avant l'association caritative de leur choix. Notre épisode à nous est encore plus spécial puisque, j'ai oublié de vous préciser une chose, 20 minutes est l'un des médias partenaires du podcaston cette année. À ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir le parrain de cette 3e édition. Enfin, je dis accueillir, c'est plutôt lui qui nous fait cet honneur car nous squattons en ce moment même ses studios. Il y enregistre l'un des formats les plus populaires de son temps, l'incontournable génération Do It Yourself ainsi que la martingale, du président aux stars de l'économie numérique, sans parler des sportifs, le beau monde se presse à son micro. Mathieu Stéphanie, s'il fallait encore le présenter, est l'un des big boss de l'audio parlé, doublé d'un entrepreneur à succès et d'un observateur aguerri des tendances, et donc sous ces 3 casquettes que nous allons l'interviewer. Bonjour Mathieu. Salut Romain, merci de cette présentation qui me flatte, je suis rouge de... Avec plaisir. Et à la différence des entretiens que tu aimes tant proposer dans tes podcasts, nous serons, une fois n'est pas coutume, 3 autour de la table. Dans le compte, il nous manque donc toujours notre association. Cet épisode spécial podcaston, nous avons choisi de le consacrer à Diversity Days, un collectif qui fait du numérique un tremplin pour l'égalité des chances. Pour en parler, qui mieux que son premier bénévole, devenu en 2023 président de l'association, Nadim Bel-Lalaom. Bonjour Nadim. Bonjour, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et attends, je vais faire ta petite présentation à toi aussi. Ardent défenseur de la justice sociale, ton parcours mérite lui aussi qu'on en dise quelques mots. Lycéen en ZEP, tu deviens diplômé de Sciences Po Paris que tu intègres via un dispositif d'égalité des chances, un sujet qui va pas mal irriguer nos conversations. Tu es actuellement directeur produit au sein de la direction interministérielle du numérique et parmi tes récentes prise de position, tu dénonces une tech un poil trop formatée, tu demandes plus d'aide en faveur des campagnes et des banlieues. Si je devais résumer un petit peu, tu crois à l'opportunité que représente le numérique, tout en pointant du doigt les discours creux, les manquements, ainsi que les obstacles qu'il reste à franchir. C'est ça. Et je rajouterais peut-être une chose, je crois qu'il y a une manière positive d'amener tout ce beau monde à prendre conscience peut-être des manques qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la tech, et c'est ce qu'on essaye, c'est un peu la marque de fabrique de Diversity Days. C'est pointer du doigt peut-être ce qu'il nous reste à faire, avoir des programmes d'accompagnement pour différents publics et le faire de manière positive. Parfait, mais c'est exactement pourquoi j'ai choisi ce sujet. Le numérique peut-il vraiment, entre parenthèses, être un tremplin pour la diversité, reproduction sociale, discrimination, biais? C'est vrai que si l'on fait le tableau avec les plus d'un côté et les moins de l'autre, la réponse est tout sauf évidente, mais on va voir que les choses s'équilibrent et qu'il y a des bonnes raisons d'être optimiste. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, il y a de bonnes chances que vous trouviez qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ce qu'on dit. 3 hommes réunis autour d'une table pour parler d'inclusion et de diversité. Clairement, on peut mieux faire, c'est un point sur lequel on va travailler, mais je suis quand même très content d'avoir un beau plateau de VIP et nous avons conscience de la petite ironie de cette situation, mais nous allons faire tout notre possible pour relever le défi sans laisser personne sur le carreau. Et je pense d'ailleurs que ça peut être intéressant. On a parlé de Diversity Days, tu vas aussi parler de Unique, l'événement que vous portez et qui aura lieu au mois de mai. Diversity Days, vous portez la diversité, mais aussi les diversités. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur les diversités et tout ce que ça englobe ? Oui, en fait les diversités, c'est même pour commencer en mettant les pieds dans le plat, c'est un mot qui commence à fâcher et qui commence à être de moins en moins utilisé. Parce que quand on parle des diversités, de quoi on parle finalement ? On parle des personnes qui sont peut-être moins représentées dans un milieu, qui sont minoritaires, pour X ou Y raison, et selon le milieu dans lequel on est, par exemple si on est dans le monde de la tech, ça peut être les femmes, ça peut être les personnes en situation de handicap, ça peut être les personnes qui n'ont pas Bac+5, parce qu'il y a encore cette sacro-sainte barrière du Bac+5 que les entreprises continuent d'utiliser, alors que je pensais que le numérique aurait permis à tout le monde de se former, et de sortir un peu aussi du classique Bac+1, Bac+3, Bac+5, on n'y est pas complètement sorti. On n'en est pas complètement sorti. Donc les diversités, finalement, c'est toutes les personnes qui sont en situation de minorité et pour qui ça va générer des obstacles supplémentaires. Moi, c'est comme ça que je le définis. Pourquoi on parle des diversités ? Parce que tu as effectivement parlé du fait qu'on était 3 hommes autour de cette table et pourtant, je pense qu'on a potentiellement plein de diversités au sein de nos parcours, nos vies, nos milieux sociaux, etc. Donc, il y a quand même des diversités. Et d'ailleurs, un des gros pièges, je pense, qu'on rencontre sur les sujets de diversité et inclusion aujourd'hui, c'est que on finit par choisir
la diversité qui nous convient le plus ou qui nous parle le plus. Donc il y a certaines boîtes qui vont uniquement se concentrer sur l'égalité femmes-hommes, et tous les combats sont importants. Et bien sûr, il y a énormément d'enjeux là-dessus, sauf que du coup, ils vont occulter pas mal d'autres sujets de diversité. Et en fait, c'est pas les sujets d'égalité femmes-hommes qui vont faire qu'on va traiter finalement les sujets d'obstacles en fonction de son milieu social ou de stigmates sur les quartiers populaires ou les zones rurales. En fait, l'un des combats ne doit pas occulter l'autre. Et donc, c'est un peu le sujet sur la diversité. Nous, on traite les diversités dans son ensemble parce qu'on se rend compte que finalement, entre un quartier populaire et une zone rurale, il y a plus de points communs que de différences. On a tendance à les opposer, mais les deux vont être potentiellement moins bien financés, plus éloignés des lieux de culture, peut-être plus éloignés des grandes villes, vont potentiellement avoir moins d'écoles, de lycées ou de grandes écoles qui sont cotées. Donc un ensemble de choses qui vont faire que dans les quartiers populaires ou les zones rurales, on va retrouver un certain nombre de points communs, en tout cas sociologiques ou en termes de vie. Voilà. Et Mathieu, est-ce que toi, tu connaissais Diversity Days avant qu'on se réunisse comme ça autour d'une table ? Je connaissais de nom et je me suis posé la question pourquoi je connaissais de nom. Et de mémoire, c'est un autre podcasteur qui était un de nos collaborateurs, me semble-t-il, qui est Bruno Soulès, qui m'en avait parlé, notamment qui travaille pas mal avec des devs et des gens comme ça. Et pour moi, ça vient de là. Et j'aime beaucoup l'idée de l'association de l'inclusion et du numérique. Je veux dire, alors c'est une promesse d'origine quand même du numérique, du partage du savoir, etc. Après, avec toujours ces débats du web ouvert, du web fermé, le fait de se dire est-ce que tu donnes le savoir à tout le monde ou pas, etc. Je crois que dans l'absolu quand même, avec YouTube, avec plein de choses, même s'il y a des gens qui le monétisent, tu as quand même accès à beaucoup de savoir, ça c'est très intéressant. Mais ce que je note, Nadim, dans ce que tu dis, c'est le côté tampon, franchise, Bac+5, où moi, de temps en temps, même dans un monde dans lequel je vis, et d'où je ne viens pas, auquel on m'associe énormément, mais d'où je ne viens pas, c'est un peu ce que tu disais aussi. En fait, c'est même pas Bac+5. Bac+5, c'est cheap, c'est HEC Polytechnique, tu vois. Et en effet, c'est intéressant. Et je dois d'ailleurs même dire que moi, ça me fascine toujours HEC Polytechnique. Et c'est très bien, je crois qu'il faut aussi des marques. Maintenant, ce que je pourrais regretter quelque part, c'est pourquoi il n'y a pas encore de super belles marques numériques qui font foi, tu vois, il y a le Wagon, il y a plein de belles écoles. Moi, j'ai fait par exemple une formation avec l'EDEC, qui s'appelle l'Étincelle, mais j'ai remarqué, la raison pour laquelle j'ai fait cette formation, pour faire du business, c'est pour devenir entrepreneur, c'est vraiment les bases. Et je voulais allier le meilleur du monde des entrepreneurs, donc des gens qui étaient venus sur mon podcast Génération It Yourself, avec le meilleur de l'académique. En me disant, en fait, académique chiant, invité, influenceur, arnaque. Je vais essayer de mélanger chiant et arnaque, on va essayer de faire un truc bien. J'exagère un peu, mais et à la fin, en fait, t'as les meilleurs vendeurs. Ça commence avec Edgar Gros-Piron, le premier truc, Edgar Gros-Piron qui vient d'être nommé quand même à la tête des JO d'hiver 2030, qui est un champion olympique incroyable sur la motivation, quoi. C'est le mec qui m'a tellement retourné le cerveau dans mon podcast, qui te dit, tu vois, tu peux pas devenir champion olympique par hasard. C'est pas possible. Faut l'avoir décidé. Et donc, après, tu rentres là-dessus et pour moi, tu peux pas ouvrir une formation d'entrepreneur comme beaucoup en disant alors, est-ce que tu vas choisir entre la SAS et la SARL ? On s'en fout, en fait. On s'en fout. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. C'est où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu vas placer ton ambition. Tu vois, et donc, après, l'idée, c'est de dire mais alors tout ça, ça se fait dans un cadre, ça a été étudié, et là, il y a l'EDEC qui vient. Et donc, voilà, et ça devient accessible. On en a offert un certain nombre à différentes assos, etc., etc. Mais la marque est quand même quelque chose d'important. C'est vrai que tu as raison que sur les formations, aujourd'hui, on le voit, un peu comme le tampon que tu peux avoir de certaines écoles. Moi, je sais que si j'avais pas fait Sciences Po, j'aurais peut-être pas la même carrière aujourd'hui, parce que ça ouvre des portes automatiquement. On le voit que, effectivement, sur les formations numériques, il n'y a pas encore de marque. Tu as cité le Wagon, il y en a eu quelques-unes d'autres qui ont commencé à monter, mais en fait, est-ce que ça vaut l'équivalent d'un diplôme de grande école ? Je pense qu'on n'y est pas encore. Et forcément, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même nombre d'étudiants, mais ça pose des questions aussi. Ça doit être un des obstacles qui fait qu'aujourd'hui, si tu arrives avec ta formation, t'as pas de bac, et nous, c'est le cas de beaucoup de nos entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. En fait, pour revenir rapidement à ce que fait Diversity Days, en gros, on a 2 angles principaux. Le premier, c'est
on veut faire émerger, pas créer parce qu'elle existe déjà, cette nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux du numérique, mais qui sortent des codes, donc qui font partie des diversités au sens large. En gros, qui ont des pluralités de parcours. Ça veut dire quoi, entrepreneurs sociaux ? Eh ben, entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des entrepreneurs qui utilisent le numérique, mais pour répondre à des problèmes de société, donc des entrepreneurs à impact. Quand je dis entrepreneurs sociaux, c'est ça, c'est entrepreneuriat social et solidaire, donc c'est ceux qui rentrent un peu dans ce giron-là, mais qui utilisent le numérique pour ça. Okay. Un exemple très concret, aujourd'hui on a accompagné plus de 350 ou 400 entrepreneurs sur les 7 dernières années. Ils viennent de toutes les régions de France, donc en fait ils existent déjà, c'est juste qu'il faut prendre le temps d'aller les chercher, les accompagner pour les aider à prendre confiance, et puis ensuite visibiliser leur discours et leur donner quelques tips aussi pour trouver la bonne manière de se vendre. Mais une fois qu'on leur donne ces codes-là, ils décollent tout seuls. Exemple très concret, on a un groupe d'entrepreneurs qu'on a accompagné qui s'appelle Kunto, qui développe des programmes spécialisés en fonction du handicap, des programmes sportifs spécifiques en fonction du handicap des personnes. Et donc aujourd'hui, Kunto, ils font partie des entrepreneurs sociaux qui gagnent la moitié des prix qui existent, que ce soit les prix de la BPI avec le BIG, etc. Okay. Et donc, quand on offre des opportunités, un peu des plateformes de lancement, de visibilisation, et nous on le fait beaucoup par les RP. Donc en gros, on accompagne nos entrepreneurs, on les fout sur scène à Lyon, à Paris, devant un parterre d'invités qui sont des gros de la tech, que ce soit Google, AXA, EDF, etc. De la tech et des grandes boîtes du CAC 40. Et après, derrière, une fois qu'ils ont chopé les codes, ils arrivent très bien à s'en sortir et à intégrer les gros incubateurs et à lever des fonds, etc. Vous poussez des leaders, des entrepreneurs. Est-ce que vous poussez également, tu vois, des figures de salariés ? À un moment, il faut bien commencer aussi, tu vois, par... On le fait par 3 axes. On le fait par les entrepreneurs sociaux, ça c'est le programme historique, le leadership programme de l'association. On le fait par les demandeurs d'emploi. Depuis le Covid, il y a un énorme enjeu, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont très éloignés de l'emploi, mais personne ne vient leur présenter les opportunités numériques. France Travail est un de nos partenaires, mais il ne le faisait pas très bien. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait s'allier et trouver la bonne manière de sensibiliser, pousser une formation qui est très courte. En fait, la formation, elle dure 2 semaines. Et en 2 semaines, c'est 13 000 demandeurs d'emploi qui ont été accompagnés. 40% de ces demandeurs d'emploi qui retrouvent un emploi stable dans les 6 mois. Plus que Pôle emploi, plus que France Travail, et avec des personnes qu'on accompagne qui sont des seniors, des mères de famille qui n'avaient pas forcément d'emploi, des personnes en situation de handicap. Okay. Tu réponds plus à de l'électronisme, en fait, via ces formations que... Alors, pas forcément, parce qu'on ne va pas leur apprendre à allumer un ordinateur, mais on va leur présenter potentiellement les offres qui existent dans le numérique. Mais quand on dit le numérique, ça peut être très flou. Parce qu'entre un job de community manager, de développeur, de data scientist, ou des jobs qui n'existent pas encore, ou qui sont en train d'être créés, comme moi, le job que j'ai fait UX designer il y a 10 ans, personne, en tout cas moi je le connaissais pas et pas grand monde le connaissait en France. On essaye juste de les sensibiliser de manière ciblée et après de les pousser vers des formations gratuites qui vont être reconnues et qui vont leur ouvrir les portes dont ils n'avaient pas forcément connaissance. En fait, parfois, je pense qu'il manque dans notre domaine, c'est créer du lien et dire, premièrement, il faut que tu ailles là. Deuxièmement, il faut que tu ailles là. En fait, guider, parce qu'on se retrouve avec tellement une masse d'informations, d'opportunités. Oui, l'arbre des possibles est tellement... L'arbre des possibles est énorme. Mais en fait, si personne vient te dire les questions que tu dois te poser pour sélectionner entre telle formation et telle formation, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, regarde, il y a cette personne qui t'inspire, qui l'a déjà faite. Donc, tu as envie de marcher dans ses pas, quoi. Donc, un peu un mélange de donner l'information, guider, cibler, pousser des rôles modèles qui leur ressemblent et faire du... personnalisé dans la mesure du possible, notamment pour les personnes en situation de handicap. On voit bien le côté tremplin de votre association, mais quel est l'accueil qui est fait à ces entrepreneurs justement qui ont des profils un peu atypiques, qui ne sont pas passés par des grandes écoles, qui arrivent de banlieues ou de zones rurales, et aussi pour ces personnes qui suivent des formations en ligne. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la marque. Là, tu as des gens qui arrivent qui disent « Bon, je me suis formé sur de YouTube ou sur des plateformes qui n'ont pas, en gros, de certification, par exemple. » Quel est l'accueil que les RH ou même les collègues de travail vont faire? Toi-même, je crois qu'à Sciences Po, quand tu es arrivé, tu as certains élèves qui t'ont dit tu n'as pas suivi le même cursus, le même process d'entrée pour arriver chez nous, quoi. En fait, je pense qu'il y a, par rapport à l'accueil qui est fait pour les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, déjà quand ils arrivent dans le programme Diversides, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans des incubateurs. Donc, ils sont un peu hors des radars. Donc nous, le premier travail qu'on fait, c'est déjà de les réinsérer dans les structures existantes. Le but, c'est pas juste de créer des communautés
qui s'extrait des grosses structures qui existent, que ça soit le H7 à Lyon, que ça soit Euratechnologie à Lille ou la French Tech et tout l'écosystème Station F à Paris. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand ils sont face à des investisseurs, on sent quand même le gap qui existe encore, puisque les investisseurs, finalement, quand ils regardent dans quoi ils veulent investir, ils essaient d'établir la liste des choses qui vont leur permettre de dérisquer leur investissement. Le profil de l'entrepreneur. Et le profil de l'entrepreneur, malheureusement, on dit, c'est dans le meilleur des mondes. Moi, j'aimerais bien que ça soit le do-it-yourself, celui qui n'a pas... Ça existe, il y en a, mais ça reste une minorité dans ce que je vois, en tout cas dans les entrepreneurs qu'on accompagne. Et dans le numérique, il y a quand même des cases à cocher. Si tu as fait Polytechnique et que tu es en train de créer un algorithme de LLM pour une nouvelle application, par hasard, tu as quand même plus de chances qu'on investisse dans ta boîte parce qu'on aura plus confiance dans ton parcours que si tu n'as pas de bac, quoi. Mais c'est normal. Ça, je le comprends. On ne peut pas le dénoncer, je pense. Hein. C'est comme 20 minutes. 20 minutes, c'est une marque où tu as des journalistes, où tu fais partie, une rédaction, etc. Et on a confiance en 20 minutes parce qu'on sait que vous êtes journaliste, vous avez des cartes de presse et que vous faites votre travail en allant vérifier ce que vous publiez, etc. Une marque comme Polytechnique, elle sort des étudiants qui ont une marque de qualité qui est certifiée. On sait que c'est pas des trompettes, tu vois, c'est quand même le principe. Le truc qu'on peut peut-être dénoncer, ou pas dénoncer, mais regretter, c'est pas forcément comme tu le disais, c'est dire comment je peux rendre accessible, alors notamment à d'autres formes de personnes qui soient... Parce que moi, je viens aussi d'un endroit où... Polytechnique, je connaissais de loin, mais j'étais pas à donf là-dedans. Mais même les grandes marques d'écoles de commerce, je connaissais pas bien. Toutes ces choses-là, je connaissais pas, en fait. Personne connaissait autour de moi. Donc, à un moment, j'ai découvert ça assez tardivement. Je suis tombé dans des trucs un peu par hasard. Et en fait, la question, c'est de te dire, attends, mais si tu arrives à 20 ans, 25 ans, 35, 50 ans, et qu'à un moment, tu te formes sur un nouveau truc, et qu'en fait, on te donne un tampon de certaines nouvelles marques qui sont des marques numériques, comment ça peut être suffisamment fort pour que... elles peuvent être gratuites d'ailleurs, hein, mais elles sont dures à avoir, par exemple, ou elles sont... Enfin, il faut avoir bossé, il faut avoir... Oui, l'école 42, par exemple, ça peut être... C'est ce qu'on fait avec les Google Career Certificate. Donc, en gros, dans les demandeurs d'emploi qu'on accompagne, il y en a un certain nombre à qui on met à disposition en fait, un accès à la plateforme Google qui permet de te former. Et à la fin, tu as une formation certifiante, certifiée Google, les Google Career Certificate, qui sont reconnus parce que c'est la marque Google. Donc c'est aussi ça un peu un des twists qu'on utilise. Le twist que les entrepreneurs sociaux utilisent quand ils essayent de lever des fonds, parce que dans le numérique, tu passes quand même pas mal par des levées de fonds, et potentiellement, ils n'ont pas le bon parcours. Il y a le fait de s'associer à une personne qui va avoir un profil complémentaire. Il y a le fait d'aller faire des formations, des concours, etc. et des choses qui vont rajouter du galon à ton profil, même si tu n'as pas forcément un bac plus 5 ou quelque chose qui est... Mais c'est ça, moi je parlais avec un pote plutôt expérimenté, qui a 45 ans, qui était sales dans une grosse boîte de CRM, qui cherche autre chose. Il a profité d'un plan de licenciement, il est parti, et on en parlait là il y a 2 jours, et je lui disais... déjà, je lui demandais quel était son niveau sur l'IA. Je lui dis, mais mec, tu dois y passer 2 heures par jour, en fait. Parce que en ce moment, la différence entre un profil comme le tien à 45 ans, même 35, 22, on s'en fout, en fait. Moi, je suis recruteur, je veux quelqu'un qui arrive et qui m'éblouisse sur ce truc. Et surtout qu'il a un peu de tech, geek, etc. Je lui dis, c'est pas normal. Tu vois, il me dit, je connais un petit peu. Mais non, tu dois être à fond dedans, mais complètement à fond dedans. Je dis, moi, j'y passe 1 heure par jour et j'ai vraiment pas le temps. Toi, tu dois y passer 2-3 heures et tu dois tu vois, ponce le truc, quoi. C'est vrai qu'on a commencé à intégrer dans nos programmes à destination des demandeurs d'emploi, on a des pans entiers qu'on dédie à l'IA. Et aujourd'hui, on est en train de les renforcer parce qu'en fait, l'IA, c'est potentiellement ce qui peut être responsable de la double exclusion des demandeurs d'emploi. On allait y venir. Sachant que les demandeurs d'emploi qu'on accompagne, c'est des demandeurs d'emploi qui sont très éloignés de l'emploi. C'est des personnes qui ont des handicaps, c'est des personnes qui sont seniors, qui cumulent plusieurs critères. Et c'est pour ça qu'on parle, si on revient à ta question initiale, des diversités. Parce que les différentes facettes qui vont faire que tu vas être potentiellement en situation de minorité dans un milieu, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la tannée et que tu vas pas réussir à tracer ton chemin, mais ça va être plus compliqué. Parce que potentiellement, tu vas avoir des personnes qui n'ont pas le même parcours que toi, qui n'ont pas le même vécu, qui vont avoir un peu plus de mal à comprendre aussi d'où tu viens et les obstacles que tu as dû affronter. Donc c'est aussi tout le taf quand tu parlais de l'arrivée à Sciences Po. Moi, quand je suis arrivé à Sciences Po,
c'est un peu la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que je prends le temps d'expliquer à tout le monde que non, je suis pas rentré sur dossier, que j'ai eu un concours qui n'était pas le même que le leur, mais que ça veut pas dire qu'il était plus facile Bradé, ou moins ouais. méritant. Il y a un fast pass, quoi. Ouais, voilà. En fait, ce que je leur disais, c'est d'ailleurs, vous, le concours que vous avez fait, peut-être que moi, je l'aurais pas réussi, mais je pense pas que vous auriez réussi le mien. Parce que le mien, c'était un concours qui était autour du fait de faire un travail très journalistique, choisir un sujet d'actualité en autonomie, préparer un dossier de presse, le défendre devant un premier jury, puis un deuxième jury, et en fait, c'est un mini-mémoire que tu fais pendant une année et que tu défends devant des jurys successifs. Et je leur disais, mais vous, votre concours, c'était du bachotage. Et j'ai rien contre le bachotage, mais une accumulation de connaissances que tu organises de manière méthodologique dans une dissertation. Qui sont dans leur zone de confort. Ouais. Et en tout cas, qui sont des choses que moi, j'aurais pas réussi, parce que c'est pas aussi c'est pas la méthode qu'on m'a le mieux inculqué dans mes lycées de ZEP, quoi. Mais par contre, je suis pas sûr que vous auriez réussi aussi, comme moi, à défendre aussi plus via le bagou, l'argumentation, etc. Voilà. Non, mais c'est important quand même ce point de l'accueil qui peut être fait à des personnes avec des profils très différents, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les métiers du numérique peuvent être un accélérateur pour la diversité, mais on voit aussi que dans la tech, on voit beaucoup de profils qui se ressemblent. Ouais. Et donc, la différence n'est pas toujours acceptée, ou en tout cas, elle rentre plus difficilement que des profils très standardisés. Et on le disait, si demain les RH utilisent l'IA dans leur recrutement, ils vont certainement favoriser une certaine forme d'endogamie. Tu sais, je crois que tu diras pas. Tu as dit que tu étais d'origine tunisienne? Ouais, je suis franco-tunisien. Ouais. Donc moi, j'avais une boîte en Tunisie avant que je vende Cosa Vostra, et donc j'avais des employés là-bas. J'y suis allé il y a 6 semaines pour leur dire au revoir. Et là-bas, on a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et dans la tech là-bas, dans les écoles de dev, il y a plus sensiblement, enfin à 51, à 49, mais un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que on a quand même un truc. Pardon, hein, mais en France, on se dit c'est pas un truc de gonzesse, quoi. Tu vois, le numérique, c'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est juste qu'on n'est pas câblé pareil. Très vite, tu fais un raccourci, quoi. Puis tu vas là-bas, juste de l'autre côté de la Méditerranée, hein, je parle pas de, tu vois. Et là, tu vois que, en fait, c'est exactement un truc d'hommes et de femmes, peu importe, en fait. Et c'est très drôle, tu vois, la vitesse à laquelle tu te dis, mais non, mais c'est normal, en fait, ça les intéresse pas, les femmes, tu vois. En fait, il y a une vraie question d'éducation. C'est vrai qu'on a tendance à mettre le numérique dans ce gros pack de métiers techniques. Oui, mathématiques. Voilà, mathématiques et techniques, où on va se dire que les hommes vont avoir plus tendance à aller vers ces carrières. Effectivement, en Tunisie, c'est vraiment une question d'éducation. En Tunisie, comme l'éducation des parents pousse les enfants à la réussite, et que la réussite passe énormément par le fait d'être dans les métiers de l'informatique, de l'ingénierie, etc. Moi, j'ai à peu près tous mes cousins et toutes mes cousines qui ont fait de l'ingénierie et de l'informatique. Si tu fais de l'architecture, t'es limite une espèce, pour le coup, minoritaire, quoi. Et j'allais juste dire un mot sur ça, c'est que je pense qu'il y a une question d'éducation. La manière dont on décloisonne les consciences et on casse les stéréotypes. On avait mené, il y a quelques années, pas mal d'études. Et une des études, on avait fait un baromètre sur l'attractivité des métiers du numérique. On l'avait fait avec le cabinet Occurrence. Et ce qu'on avait relevé, on l'avait fait sur plusieurs années pour voir comment ça évoluait, une femme de quartier populaire a 6 fois moins de chances de postuler à un métier numérique. Une femme de zone rurale a à peu près 5,6 fois moins de chances. Ça veut dire quoi de postuler? C'est avant même de... Elle ne va même pas postuler. Elle ne va même pas postuler. C'est pas d'y arriver une fois qu'elle a postulé. C'est même pas le fait d'y être accepté. Ouais, c'est les barrières. Même. Et donc on voit toutes les barrières de l'autocensure. L'école 42 a bien compris aussi qu'il y avait un sujet de sourcing. Le sujet de sourcing, c'est de se dire, si tu laisses faire le concours de l'école 42, la piscine, et que tu dis, on va laisser faire le concours et on verra qui le réussit ou pas, ce dont tu te rends compte, c'est que tu as peut-être, dans ton pôle de candidats au départ, tu as peut-être 20% de femmes versus 80% de mecs. Il faut aller les chercher. Donc en fait, si tu vas pas faire l'effort d'aller chercher plus de femmes pour grossir ce pôle de candidates, en regardant après quel résultat ça va présenter à l'arrivée, ça fonctionnera pas. Et l'école 42 a eu beaucoup d'actions là-dessus, notamment sur le fait d'aller faire plus de sensibilisation, d'aller chercher les femmes et d'essayer de les motiver, d'essayer de décloisonner tous ces métiers. Moi, c'est pas empirique ce que je vais dire, c'est vraiment de l'expérience, hein, donc je suis pas journaliste, mais moi je l'ai vécu. Ma fille, j'ai une fille et 2 garçons, et ma fille très tôt, on lui a dit non mais toi t'es pas faite pour les maths.
enfin, ça m'a... Et c'est sa maîtresse qui lui a dit, hein, une femme qui lui a dit ça, quoi. Et je dis, mais non, je refuse, en fait. Et aujourd'hui, elle est super forte en maths, 8 ans après. Mais parce que je l'ai mise sur des applications. En plus, là, on est vraiment parti sur du numérique pour qu'elle apprenne. Là, en ce moment, je suis assez obsédé par Duolingo, qui fait des trucs assez bien, d'ailleurs, et gratuite. Il y a une option payante, mais si tu veux te prendre la pub, c'est gratuit pour tout le monde. C'est assez intéressant, leur approche, quand même. Et en fait, c'est quand même très bizarre, quoi, de dire non, mais toi, t'es pas faite pour les maths. Enfin, personne n'est fait ou pas fait pour les maths. C'est faux. C'est faux. Il y a un moment, juste, c'est la manière dont on te l'apprend. Mais c'est aussi peut-être lié au manque de rôle modèle, de figure. Oui. Tu vois, c'est vrai qu'on Marie Curie, utilise... Voilà, exactement. On manque quand même de femmes qu'on met en avant. Alors, et c'est là où je trouvais que, par exemple, que Diversity Days avait fait un choix ultra fort, tu vois, en te choisissant, t'es une figure jeune, racisée, enfin, tu vois, ça dit quand même des choses. Et en tapant ton nom, j'ai vu des mots, tu vois, sortir comme leader inspirant ou ce genre de choses. C'est quand même important, et je pense que toi aussi, Mathieu, dans ce que tu incarnes dans le monde du podcast, mais aussi à travers tes choix éditoriaux, dans les invités, vous avez tous les deux, toi, un rôle justement de figure, mais toi aussi peut-être dans le fait de sourcer et de mettre en avant des figures. Alors, peut-être que vous ferez un épisode à l'issue de celui-ci, mais je trouvais important peut-être toi à travers tes choix, donc ça m'intéresserait de savoir comment tu intègres ces questions de diversité, et toi aussi comment tu embrasses cette fonction de président. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans le podcast, les choix éditoriaux qui sont faits sont aussi importants que finalement la sélection que les journalistes font des personnes qui vont choisir d'inviter. Bah, bien sûr. Il y a quelques années, on avait lancé un guide où on avait recensé l'ensemble des entrepreneurs sociaux du numérique qu'on trouvait inspirants et qu'on ne voyait jamais ni sur les radios, ni dans les télés, ni dans les podcasts. Et ce bouquin, au fur et à mesure des années, s'est épaissi. Donc maintenant, ça devient une petite encyclopédie. Et il y a 600 personnes de tous les secteurs, de tous les âges. C'est l'équivalent de Les Expertes. C'est l'équivalent de Les Expertes. Et en fait, on se disait, ce qui se passe au départ, c'est que les personnes... En fait, quand tu as peu de temps, que tu es journaliste ou que tu fais des podcasts, tu vas regarder un peu les derniers articles qu'il y a eu sur les personnes. Et c'est ça qui recrée cette endogamie sociale ou cet entre-soi, c'est que finalement, on prend pas le temps, c'est pour ça que je parle du sourcing, on prend pas le temps d'aller sourcer des personnes, parce que c'est du temps supplémentaire qu'il faut prendre pour aller... Tu fais une émission populaire, tu vas chercher les 100 personnes préférées des Français, et puis c'est plus simple, hein, tu vois, tu commences par le 1, et sinon tu fais l'inverse et tu remontes, mais c'est sûr que c'est plus simple. Oui. Et c'est pour ça que c'est vrai que cet effort d'aller chercher, par exemple, il y a une rôle modèle que je trouve incroyable sur la féminisation des métiers du dev qui s'appelle Dipti Chander. Elle a cofondé une association qui s'appelle EMA, E-2MA. Et c'était une des femmes très actives de l'école Epitech. Et elle a énormément pris la parole sur ces sujets. Elle a été embauchée chez Google, elle a été embauchée chez Microsoft. Elle a une carrière absolument incroyable. Et on pourrait la voir beaucoup plus. Parce qu'elle fait partie de ces femmes qui amènent un gros changement de mentalité sur le fait que oui, les femmes peuvent être faites pour les métiers du numérique si elles ne sont pas 10 face à 500 mecs à Epitech. Donc s'il y a tout ce travail de changer les mentalités, comme tu le fais avec ta fille, finalement de dire, on te dit que t'es pas faite pour ça, moi je dis qu'il y a tout le monde est fait pour tout, quoi. Ouais. Les choses évoluent bien, ma fille elle fait du foot, elle est pas obsédée par le foot, et je suis trop content de ça aussi. Mais en ce qui me concerne, moi je fais très attention, alors on est assez fort sur la martingale, et c'est bien aussi parce que le sujet des finances perso, tout comme la tech, est un truc qui n'intéresse pas les femmes. Donc on peut faire tous les efforts qu'on fait, on doit être quand même quasiment à 70% d'hommes auditeurs, alors que il y a eu des saisons, des années entières, on était à 50-50 en invités, et on a peut-être frisé avec les 65%, mais on est toujours plutôt proche du 70%. Et donc voilà, on y fait très attention, c'est vraiment en plus pour moi un objectif fort, parce que sur les finances perso, l'argent rend libre. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut juste s'en rendre compte. Et donc, il y a énormément de femmes qui se retrouvent en situation de dépendance vis-à-vis de leur mari. Mais en plus, on parle de nos sœurs, nos mères, Enfin, c'est très simple, quoi. Qu'on n'ont pas forcément leur carte bleue, quand tu regardes autour de toi, c'est très, très courant. C'est hallucinant. Et il y a des choses, quand même, tu te dis, faut que ça change. Après, sur Génération Do It Yourself, je suis largement perfectible, c'est quelque chose où... alors, je suis entouré de femmes dans mon équipe, en majorité. On fait tous très attention à avoir plus de femmes, mais on a plus de mal. Et c'est pas simple. Et alors après, à chaque fois, on dit « Non, mais vas-y, moi, je t'en envoie plein des femmes. » Ok. Alors, soit
toujours les mêmes. Et moi, je fais aussi attention à pas avoir des personnes qui sont passées partout et sur tous les podcasts. Soit pas toujours. Moi, je veux aussi suffisamment expérimenter. Soit il y en a qui ont aussi des discours. Enfin, moi, j'ai ma patte et un certain nombre de choses. Et donc, honnêtement, voilà, moi, je te l'ai dit quand tu m'as appelé sur la diversité, je fais plein de choses. J'ai fait très attention. J'ai vécu en tant qu'entrepreneur avec mes salariés, notamment par la Tunisie à un moment. C'était assez drôle, mais c'était vraiment une révélation, une forme de racisme de certains de mes clients qui me disaient genre soit non pas les Tunisiens, soit oui, mais si c'est les Tunisiens, c'est moins cher. Ce qui, d'une manière économique, peut se comprendre, parce qu'on les paye moins cher qu'on paye nos... C'est pas le même niveau de vie. C'est pas le même, exactement. Mais nous, on faisait un pool, en fait. On vendait des jours de dev, ça faisait partie du délire, tu vois. Mais moi, je leur dis, mais c'est la qualité à la fin que tu vas juger. C'est pas le prix des gens. Moi, je te fais un prix... package, je te vends pas des gens au jour homme, Intel, etc. J'ai vu aussi d'ailleurs des histoires de diversité en Tunisie, que ce soit dans la religion, que ce soit entre hommes-femmes, etc., où nous à un moment on leur a dit bon les gars, ici en fait c'est Cosa Vostra, donc c'est des règles qui sont des règles d'entreprise et des choses, enfin voilà. Très drôle là-bas quand même, quand je suis retourné dans le nouveau bureau là, il y avait quand même des bureaux avec quand même plutôt des hommes et des bureaux avec plutôt des femmes, mais c'était pas une règle, c'était voilà. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait un bureau avec plutôt des hommes et avec une femme dedans. Donc ça, je trouvais ça assez cool, parce qu'il y avait quand même, tu sentais que c'était pas voilà. Que dire de plus sur tout ça Non, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, et pour aussi revenir au podcaston, c'est que le podcast, moi j'étais un des tout premiers podcasteurs français de la deuxième vague, on va dire, après ceux de 2006-2010. Moi, dans la vague, on va dire 2016-2017, j'ai repris en 2017. Il y avait vraiment personne à ce moment-là. Et très rapidement, ça a été vraiment préempté par des femmes, par des gays, enfin, tu vois, et par des tas d'univers super ouverts. Victoire Tuaillon, Lorraine Bastide, Clémentine Gallet, Charlotte Pudlowski. Et sur les enjeux féministes, il y a eu une énorme vague de on va donner la parole à toutes ces femmes qu'on n'entend jamais. Moi, j'étais le pauvre type qui parlait business, quoi, un peu. Alors, je disais, mais non, je fais pas que du business, mais j'étais vraiment l'espèce de, tu vois, un moment. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce que, mais j'ai toujours vu ça avec beaucoup de bienveillance, hein, d'ailleurs. Mais c'est vraiment arrivé en France comme ça. Et paradoxalement, moi j'écoutais toujours depuis longtemps des podcasts américains. C'était pas du tout la même chose ailleurs. Et c'est assez intéressant, je trouve. Le podcast était plus mature aussi aux États-Unis. Ça faisait plus longtemps qu'ils avaient déjà commencé à aborder pas mal de ces enjeux sur les questions de diversité et inclusion. En France, ça a vraiment été une fenêtre à un moment qui s'est ouverte et forcément, des personnes qui n'avaient pas la parole se sont dit on peut assez facilement investir ce milieu-là et prendre le micro et elles ont eu raison de le faire. Hein. Et j'aimerais justement te faire... Pardon, Nadim. Non, j'avais... vous faire réagir tous les deux à des propos tenus dans l'épisode 453, quand même bravo, hein, de Génération Do It Yourself. Tu y recevais Marie Houtier, donc entrepreneuse tech à succès. Elle est connue notamment pour avoir vendu 3 mois à peine sa création, sa start-up à Twitter. Elle est partie avec l'arrivée d'un certain Elon Musk aux commandes de l'entreprise. Et ben cette même Marie Houtier, elle nous dit grosso modo, sans diversité académique ou sociale, sans mix de nationalités et de cultures différentes dans les équipes, pas d'innovation possible. Et je trouvais ces propos assez forts, enfin voire très forts et très intéressants, et qui voulaient certainement dire aussi que il faut que chez les patrons, il y ait cette envie de mixité et cette compréhension qu'en mélangeant les cultures, en mélangeant les bagages et les parcours, on crée de la richesse. Et effectivement, il faut peut-être arrêter de tout niveler par le parcours classique, standard et les diplômes. En fait, c'est vrai qu'elle met le doigt sur un point sur lequel j'allais rebondir quand tu parlais de la martingale, c'est que on se retrouve vite à parler uniquement des enjeux égalité femmes-hommes. Et là, ce qu'elle dit, c'est diversité académique, sociale, de nationalité, sûrement d'origine, etc. Et je pense que c'est un peu ça ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que sur la question de diversité, on se concentre sur la question d'égalité femmes-hommes où il y a énormément de travail et on voit que ça avance pas aussi vite que ça devrait. Et ensuite, derrière, pour tous les autres sujets, c'est-à-dire le fait de venir de milieux sociaux différents, le fait sur les enjeux LGBT, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a encore des gens qui vont nous dire oui, mais la question LGBT au travail, c'est de l'ordre de l'intime.
Alors que dès qu'on parle du week-end à la machine à café, l'homophobie, c'est un elle des n'est pas de premiers l'ordre de sujets. l'intime. Voilà, l'homophobie n'est pas de l'ordre de l'intime, les LGBT-phobies en général non plus. Sur ce qu'elle dit, en fait, il y a 2 arguments à ça. Le premier, c'est un argument très performatif économique, que les entrepreneurs, que la Startup Nation aiment bien. C'est le côté, il y a des études aujourd'hui qui ont été faites par McKinsey et Deloitte qui disent, elles ont été faites en 2022-2023, qu'une entreprise qui a de la diversité avec un grand S va être plus résiliente. Donc pour une startup, la résilience, c'est quand même la survie, voire le développement, voire peut-être l'exit ou le rachat, etc. Et donc du coup, la résilience, c'est la clé pour la startup. C'est de réussir à renouveler son modèle, de ne pas être concurrencé par des entreprises qui vont l'éclipser et qui viennent juste d'arriver et qui vont la concurrencer directement, voire la faire mourir. L'autre sujet, donc, qui est plutôt un argument qu'on entend moins, mais qui est un argument moral, qui est de se dire aujourd'hui, c'est quoi la place combien d'heures on va passer à notre travail dans toute notre vie. À partir des heures qu'on va passer dans ce travail, on va se faire des relations, on va peut-être rencontrer notre conjoint, notre conjointe. Finalement, c'est là où on va passer la majorité de notre temps. Donc l'entreprise doit aussi avoir ce rôle de, je dirais peut-être pas d'intégration sociale, mais en tout cas de cohésion sociale. Il y a un certain podcast qui dit que nous sommes la moyenne des personnes que l'on rencontre, que l'on côtoie. Et je crois que Mathieu a compris, j'espère que vous aussi qui nous écoutez. Mais je trouve que ça dit aussi quelque chose. C'est en mélangeant, en mixant, que tu élèves le niveau globalement. Tu élèves le niveau, tu génères des nouvelles idées, tu permets aussi, en fait, comme tu le disais quand tu parlais de la boîte en Tunisie, en fait, d'avoir des personnes qui viennent d'autres cultures, ça te permet aussi de confronter des manières de vivre, des éléments culturels. Mais tu vois, moi, sur ton deuxième point, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que le premier, qui est de dire, en fait, regardez, en fait, pour votre bien, pour le bien de votre boîte, pour votre performance, soyez ouverts d'esprit et faites venir des gens différents. Je veux dire, dans votre intérêt. Tu vois, il y a tellement de gens qui sont nombrilistes, égocentrés, etc. À un moment, si tu arrives à leur dire c'est bien pour la société, mais ils s'en foutent. Mais en plus, c'est bien pour toi. Je veux dire, il n'y a aucune raison ni d'être raciste, ni d'être LGBT-phobe, ni d'être machin. À un moment, en fait, fais-le pour toi déjà, tu vois. Et puis après, tu vas voir que pour la société, ce sera mieux. Moi, je suis assez... tu vois, si je reviens sur mes podcasts, si je voulais être cynique, et c'est pas le cas, hein, mais... Je pourrais me dire, mais moi, c'est mon intérêt d'avoir plus de femmes, parce que les femmes s'identifient aux femmes. J'ai en plus plein on le disait tout à l'heure, de concurrence dans le podcast au niveau des femmes. Et à un moment, il faut quand même que je sois un peu plus ouvert, parce que sinon, je vais faire un podcast d'hommes. J'ai jamais voulu faire un podcast d'hommes. J'ai d'ailleurs refusé des sponsors de produits de beauté ou de produits hommes, parce que je voulais pas donner le message que j'étais un podcast d'homme, alors qu'on me proposait à un moment où je gagnais pas d'argent sur mes podcasts, on me proposait un beau petit montant, et parce que je voulais pas envoyer ce message. Et tu vois, mais en revanche, sur la martingale et tout ça, c'est pareil. Je peux me dire, si je veux toucher plus de monde, j'ai quand même la moitié de la population qui sont des femmes, donc il faut que j'y aille, tu vois. Et donc cette logique, elle fonctionne un peu dans tout. Alors évidemment, si tu vends, je sais pas, j'ai un pote drôle, homme, pote, enfin une connaissance, mais homme blanc qui vend des produits pour cheveux crépus. Bon, sa cible, elle est quand même assez vite trouvée, tu vois, mais et ça cartonne, hein, il en vend dans le monde entier et tout. Mais donc voilà, il y a des univers dans lesquels c'est un petit peu moins vrai. Mais voilà, et après, au sens plus large, moi, c'est un navigateur, Eric Bellion, que j'ai reçu très tôt dans mon podcast, qui parlait de 2 pas dans l'inconnu. Tu vois, on a eu chez Cosa Vostra à un moment alors comment je peux dire, c'est pas une collaboratrice, c'est vous allez m'aider, je suis assez mauvais, mais qui s'est présentée en disant je ne suis pas une femme, non-binaire. Non-binaire, ouais. voilà. Et j'aimerais, si vous pouvez, que vous me qualifiez de Yel. Mais qui l'a dit, qui s'est présenté comme ça, tout le monde était quand même un peu ok, mais elle le faisait tellement bien et en disant en fait je comprends que pour beaucoup c'est nouveau, donc si vous me dites elle, me dites pas oh merde, voilà, etc. Il y a une manière et en fait, de l'amener. la manière dont elle a fait ça, c'était exceptionnel, et tu dis
bah ok, j'achète son truc, tu vois. En effet, elle serait arrivée en disant à tout le monde, dont certains très sensibles, à dire bon, faites attention, machin, etc. Ce serait pas passé. Et donc c'est une question de communication, d'apprentissage, etc. Et donc ça, c'est la vie, c'est la chance qu'on a d'avoir des entreprises comme ça qui s'ouvrent de temps en temps et de découvrir des femmes, j'ai du mal à le dire, mais des personnes extraordinaires, non binaires, extraordinaires, qui le revendiquent, ou en tout cas qui l'assument plutôt, je dirais. On parle d'entreprises qui s'ouvrent, qui font des efforts pour justement accueillir des personnalités diverses. Forcément, on parle de s'ouvrir. Moi, j'ai envie de penser aussi aux fermetures qui se passent aux États-Unis, où on voit une exacerbation du masculinisme, des politiques qui sont extrêmement excluantes vis-à-vis des personnes trans. Globalement, aux États-Unis, il ne fait pas bon appartenir à certaines catégories de la population aujourd'hui. Est-ce que Nadim, on en a parlé un petit peu en préparant cette interview, ça peut contaminer potentiellement une partie du territoire français aujourd'hui. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on aurait pu se dire que l'argument économique de la diversité, de l'inclusion allait suffire. Quand on est confronté à des idéologies très fortes, comme c'est le cas aux États-Unis, on voit que même des entreprises qui ont des engagements historiques sur les enjeux de diversité et de l'inclusion, comme Google, finissent par fermer leurs programmes. Ou tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Nous, Google, ça a été un de nos gros financeurs, notamment la fondation google.org, sur plusieurs années. Et quand ils financent beaucoup Google parce qu'ils veulent t'aider à passer à l'échelle. Aujourd'hui, c'est assez inquiétant en fait, de voir ces signaux aux États-Unis. Et comme je te le disais quand on préparait l'entretien, il y a un peu ce sujet de, aujourd'hui, les entreprises américaines, même si elles savent très bien ce que ça peut leur apporter économiquement, même en termes de RSE, d'image, etc. Il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays entier où potentiellement ça peut mettre à mal leur entreprise. On le voit, ils étaient tous présents à l'inauguration de Donald Trump au moment de son investiture. Et donc, du coup, est-ce que ça arrive déjà en France ? Oui, de manière beaucoup plus... Insidieuse, bien sûr, de manière beaucoup plus insidieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, moi j'ai regardé des chiffres aujourd'hui sur l'Observatoire des inégalités. C'est hyper intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une double tendance. La première tendance, c'est globalement ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, les mentalités évoluent. Sur les questions de racisme, il y a plus de 70% de la population française qui, quand on leur soumet une phrase raciste, vont trouver ça raciste. J'ai plus l'intitulé exact qui était utilisé dans l'étude, mais c'était est-ce que vous considérez que les personnes qui ont une couleur de peau différente que vous sont inférieures à vous ? Il y a 70% des personnes qui vont dire je m'oppose complètement à cette affirmation. Sur les enjeux LGBT, pareil. On a une acceptation de plus en plus large sur le fait que 2 hommes, 2 femmes puissent se marier, etc. Sur les questions de classe sociale aussi, mais on a des minorités qui sont de plus en plus virulentes, qui font de plus en plus entendre leur voix sur différents réseaux sociaux, TikTok, etc. Tout un tas de trends qui arrivent, des trends masculinistes, des trends transphobes. Et aujourd'hui, c'est un vrai danger. C'est vrai que sur les personnes trans, c'est intéressant. Moi, je côtoie beaucoup un milieu dans la danse où il y a beaucoup de personnes trans. Et sur les enjeux de diversité et inclusion, on ne parle jamais des personnes trans. Pourtant, sur la question de l'employabilité des personnes trans, je vous assure que si on avait des chiffres, puisqu'on n'en a pas, mais si on avait des chiffres là-dessus, ce serait assez inquiétant. Parce que je pense que l'employabilité des personnes trans, on parle plus de 10-15% d'employabilité plutôt que 10-15% de chômage. Moi, je pense qu'il y a un moment, je suis moins expert, mais moi, je pense que tu posais la question, est-ce que ça va, est-ce que ça peut ? Pour moi, ça a déjà, en fait. Ça libère la parole de personnes qui étaient mis dans une cocotte. Et peut-être que le problème, il vient aussi de là. Il y a un moment, on a essayé de trop imposer des choses, trop de pas laisser des gens dire des choses qu'ils pensaient, qui étaient pas politiquement correctes. Enfin, il y a des tas de choses qui sont devenues du jour au lendemain. Tu peux plus dire ça, tu peux plus dire ça, etc., etc. Et moi, ces choses me choquent quelque part. Et moi, en fait, ce qui me choque d'ailleurs le truc de ouf, c'est que la plupart de ces Américains-là se disent libéraux, voire libertariens. À un moment, t'es libéral. Tu sais quoi, tu veux être gay, tu veux être trans, mais fais ce que tu veux, chérie, en Exactement. Fait. Tu vois, et eux, ils veulent le pousser au plus loin, mais en revanche, ils reviennent là-dessus. Avec un Peter Thiel qui est gay, quand même, qui finance des trucs. Enfin, je comprends rien à tout ça. Moi, honnêtement, je trouve ça complètement fou. Mais je pense qu'il y a quand même un truc, là, une des questions qu'on doit aussi se poser, c'est peut-être qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ou 15 ans à
un changement qui est allé très vite pour des gens peut-être religieux dans certains cas, ou voilà, qui disent non mais attendez, c'est n'importe quoi là, ce qu'on nous fait là tout d'un coup. Tu vois, pour certains de revenir sur, je sais pas, voir des séries à Versailles où les gens sont noirs, tu vois, tu l'as entendu, on l'a vu. Et puis là, il fallait pas dire ça, tu vois. Il y a un moment, je dis laissez les gens dire les choses, tu vois. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en désaccord. Mais tu vois, moi, je vis des trucs en ce moment, je teste des trucs, mais je dis, est-ce qu'on peut admirer, c'était un des posts pour Marie Houtier, est-ce qu'on peut admirer Elon Musk? Tu poses cette question, mais j'ai reçu des messages, mais les gens me déchirent la gueule. Et en fait, moi, je dis juste, je peux admirer certains pans d'Elon Musk. Enfin, très factuel. Oui, l'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je suis un fan absolu et que je ne trouve pas absolument à gerber des saluts hitlériens et des choses, et que je pense que c'est quelqu'un dont il faut se méfier absolument. Mais je peux regarder certaines choses qu'il a faites et me dire, je vais m'en inspirer, et je trouve ça admirable. En fait, c'est remettre aussi un peu de nuance exactement. Dans la manière dont on porte nos propos. Et c'est vrai que sur ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... En fait, même je trouve dans le secteur, dans l'entrepreneuriat, dans tout l'univers des startups, il y a eu aussi un truc où je pense qu'il y a eu ce culte un peu de la performance, de la réussite permanente. En fait, à un moment, quasiment tous les podcasts étaient sur le sujet de la réussite, ou ceux qu'on réussit. Donc en fait, je trouve qu'il redonnait aussi du grain à moudre à des éléments très méritocratiques de dire si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux. Et après, tu as tous ceux qui essayent, qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Donc il y a un peu ce sujet-là. Et je fais le lien avec ce sujet sur la manière aussi dont on perd une certaine forme de nuance. Je trouve qu'on le retrouvait aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, on allait uniquement mettre en valeur des figures, par exemple Elon Musk, sur leur réussite business, sans forcément parler de tout le reste à côté. Exactement. Et je trouve qu'il faut faire les deux, en fait. Voilà, et ça relie à un truc qui est une forme de polarisation. Ce qui s'est passé aux États-Unis, oui, bien sûr. C'est qu'en fait, tout était ultra polarisé. Et donc, à un moment, je le pousse volontairement, je vais faire hurler des gens, mais je m'en fous. Si t'étais un mâle blanc de 45 ans, en fait, tu te retrouvais quasiment dans une position... Mais en fait, c'est vrai, ce que je dis. T'étais chez Goldman Sachs ou dans certains jobs assez haut placés, tu pouvais plus évoluer. Parce qu'en fait, il fallait... Ça, on avait des éléments qui prouvaient ça, parce que j'ai l'impression qu'aussi, ça, c'est beaucoup de voix en tout cas, il y avait mais même s'il y a un gros ressenti, et t'as raison de dire ça, t'as raison de... Il y a eu un sentiment d'exclusion. Mais en tout cas, ça générait il faut une frustration. accepter le sentiment, et il faut accepter d'en parler. Il faut pas juste dire, mais t'es une sale personne de dire ça, etc., parce qu'on polarisait tout. Et en fait, tout est... Voilà, aujourd'hui, tout le monde se renvoie à la gueule des choses. T'es d'extrême droite, t'es d'extrême gauche, mais tu peux pas être un peu au milieu et puis dire, j'aime bien cette idée d'extrême droite et j'aime bien cette idée d'extrême gauche, tu vois. Tu peux pas. Parce que si tu dis ça à quelqu'un, en fait, tu ne peux pas prendre des choses et dire au milieu. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver un équilibre, la nuance. En fait, c'est vrai qu'il y a un sujet là que tu abordes sur ce point, c'est que sur les sujets de diversité et inclusion, le fait de porter de plus en plus fort et peut-être d'amplifier les voix sur les sujets de diversité et inclusion, et notamment comment on fait alors aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que la manière aussi dont les communautés afro-américaines évoluent, etc., c'est pas vraiment la même chose qu'en France, mais je pense que plus on a poussé sur ce sujet, plus il y a des personnes qui se sont senties exclues, et effectivement il y a eu des discours militants qui peuvent crisper et en fait faire sentir à des hommes blancs hétéros qui ont fait HEC que en fait ils sont plus à la mode dans la société et que du coup ça va les bloquer professionnellement, et qu'ils ne peuvent pas verbaliser leur frustration. Qu'ils ne peuvent pas verbaliser leur frustration. Il y a un énorme truc, et puis là à un moment on leur dit vas-y chérie, t'as le droit. Mais en plus, il y a un moment, t'avais même plus le droit de le dire sur Twitter ou sur, tu vois. Il y a un moment, dans un pays où le, tu vois, le droit, le free speech, c'est quand même quelque chose de. Ça a été une forme, pour moi, ça a été une forme de révolution des privilèges. À un moment, une personne à qui tout réussissait aussi parce qu'elle cochait toutes les bonnes cases, d'un coup, on a commencé à lui dire. Oui, mais en fait, maintenant, ces cases, on essaye aussi un peu... C'est plus ton tour. C'est plus ton tour. Pour ceux qui parlent anglais, faut écouter un type qui s'appelle Marc Andreessen, qui est un gros entrepreneur de la tech, un ancien de PayPal et de... Voilà, chez Lex Fridman, je crois. Cet épisode est sorti 7 jours après l'intronisation de Trump. Moi, je l'ai écouté, c'est des épisodes comme les podcasts que j'aime, donc de 2-3 heures. Je l'ai écouté
En fait, parce que à l'origine, j'aime beaucoup Marc Andreessen, mais là je l'aime moins. Okay. Et mais qu'est-ce qu'il disait ? Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, le retournement de veste sur l'administration Biden est complètement dingue. Et il dit, en fait, il dit des choses. Il y a des choses où, en fait, tu comprends ce qu'ils ont vécu quand même. C'est-à-dire qu'il dit, il y a eu dans tous les sens. Alors, et lui, il dit cette administration était. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais en fait, c'était pas des voyous, mais en fait, ils étaient hors la loi, quoi, sous plein d'aspects. Et ils ont imposé des tas de choses qui n'auraient pas dû arriver. Alors, il parle notamment des trucs autour du Covid et des choses comme ça, où il disait à un moment, on n'avait pas le droit de... Si tu sous-entendais que le Covid venait d'un laboratoire en Chine, tu te faisais bannir ton... Enfin, l'administration t'obligeait à bannir le compte du truc. Il dit, en fait, tu n'avais même plus le droit de... T'étais considéré comme théorie du complot. Il prend plein d'exemples comme ça, pour être moins dans l'inclusion et sur des sujets qui peuvent paraître plus génériques, mais en fait, voilà, ce qui est intéressant en les écoutant, c'est qu'il y a un moment, tu sens beaucoup de gens ont été mis sous cloche, et là, on leur dit, allez-y, lâchez-vous, on lâche les loups. On a ouvert les vannes. Et donc, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est se dire, nuance, écoutons les gens, écoutons leurs frustrations, ne leur jetons pas des pierres en disant, t'es un sale masculiniste. Trouvons la manière de répondre, exactement. bien sûr. Et ayons cette conversation collective, en fait. C'est ça un peu ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut avoir cette conversation collective, et que pointer du doigt, ça va braquer, et ça va pas faire changer les gens d'avis. Au contraire, ça peut même les pousser à s'opposer encore plus à des mouvements de société, en fait. Et en parlant d'écouter, alors on arrive vers la fin de ce podcast, on a déjà bien tiré sur la corde, mais j'aimerais qu'on s'attarde peut-être sur deux actualités. L'une qui vous concerne chacun. Toi, avec Unique, l'événement que vous organisez le 17 mai, c'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ? C'est un événement qui est consacré totalement à la question de l'égalité des chances. C'est ça, en fait, ça répond un peu au dernier point qu'on est en train de se dire, c'est comment on recrée une conversation collective sur les questions égalité des chances, lutte contre les discriminations, diversité, inclusion. Ça va se passer au Parc Floral, sur 23 000 m². Et ça va être une super expérience puisque le format, ça va être un festival. Donc le but d'Unique, c'est comment on met en scène de manière festive, de manière instructive, de manière enrichissante et expérientielle les questions d'égalité des chances et diversité et inclusion. Donc pour ça, ça va être un mélange de personnes qui vont prendre la parole. On a invité pas mal de monde. Je ne vais pas avoir tous les noms en tête, mais un rugbyman qui a fait son coming out alors qu'il était encore joueur pro. On a des artistes qui essayent de révolutionner le jeu vidéo en travaillant aussi sur comment on met plus de personnages noirs, LGBT dans les jeux vidéo. On a pas mal de têtes d'affiches qui vont venir. On essaye de faire venir pas mal d'artistes aussi. Donc là, on est dans différents pourparlers avec des artistes de premier rang, Camélia Jordana, on a différentes drag queens. Le but de ce festival, c'est comment en une journée, donc c'est 17 mai 2025, 10h-20h, comment en une journée, on vient dans un espace, peut-être par curiosité, pour aborder les sujets de diversité et inclusion, et on repart avec une place anti-cliché où on a appris à challenger certains stéréotypes, on a vu une performance artistique d'un artiste qui nous plaît, on a vu des interviews de personnes qu'on connaissait pas mais qui sont engagées, qui nous racontent un bout de leur vie. On aura aussi un studio des podcasteurs qui vont venir prendre la parole sur ces différents sujets. Donc voilà. Toutes les diversités invitées. Toutes les diversités au sens large, c'est comment on recrée une conversation collective dessus et comment on fait en sorte que tout le monde se sente intégré dans cette société qui évolue en évitant de laisser des gens sur le carreau. 20 minutes est partenaire. Évidemment. Et 20 minutes est un des partenaires. Avec un gros défi qui est de faire venir les gens qui ne se sentent pas concernés Bien par c'est tout le sujet, donc c'est pour ça qu'on ramène des artistes populaires. Et quand je dis artistes populaires, ça va être aussi bien rap, hip-hop, breakdance, chant, chansons plus populaires, artistes chansons françaises. Donc c'est aussi le faire venir, ça va être beaucoup par l'artistique, ça va être par les partenaires. Il y a 20 minutes, il y a Netflix, il y a Google, on a Trace TV, donc il y a pas mal de partenaires qui sont engagés. Et Unique, c'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans. La première édition, c'était à l'Olympia. Ça s'était monté en 3 semaines. Et là, on s'est dit, si on monte un Olympia en 3 semaines, en 1 an, on peut bien faire un festival au Parc Floral, quoi. Donc voilà, c'est 10 000 personnes attendues. C'est le 17 mai et vous pouvez retrouver toutes les infos sur... C'est payant. Festival, non, c'est gratuit. C'est 10 000 personnes, c'est gratuit. Toutes les infos sur festival-unique avec un s.com. Et on aura des déclinaisons dans toute la France. La veille et l'avant-veille, le 15 et 16 mai. Génial. Qui seront animés par France Travail. Pas mal, hein ? Extra. Ça donne envie. Mathieu,
Alors, je vais te poser ce qui devait être la première question de ce podcast, mais on l'a squeezé parce qu'on est parti vraiment sur ce sujet des diversités. La magie du podcast. Le podcaston, quand même, toi, tu y participes depuis les débuts. Alors, les débuts, c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. On n'est qu'à la 3e édition. Tu as choisi cette année, tu t'es proposé, j'imagine, ou on t'a demandé d'être potentiellement... Je ne suis pas proposé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on... Je me propose tous les jours à la Légion d'honneur, mais ils veulent pas. Mais non. Non, mais j'imagine qu'on t'a approché, c'est ça que je voulais dire. Et qu'est-ce qui, toi, t'as décidé à monter au front et à justement devenir un peu l'emblème de cette 3e édition du podcaston, qui a une particularité, c'est qu'elle prend énormément d'ampleur cette année. En fait, ce que je trouve intéressant dans l'approche du podcaston, et on félicite vraiment toute l'équipe là-dessus, parce que ils s'arrachent. Hein, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est que le podcast, c'est un média quand même de vraie influence. J'aime pas trop les mots influenceurs, etc. Mais en fait, moi, j'accompagne des gens au quotidien. En plus, je fais quand même des heures et des heures de contenu sur mes 2 podcasts. Il y en a qui écoutent les 2, il y en a qui écoutent depuis longtemps, il y en a qui sont récents mais qui remontent tout. Donc, des gens qui me connaissent. Moi, je suis dans un business de la confiance. Donc, ils viennent et puis ils rentrent avec moi dans des aventures, des histoires, et ils me connaissent et j'essaie de jamais rompre cette confiance, tu vois, y compris avec mes sponsors, et je suis toujours clair dans ce que je fais. Tiens, ça c'est quelqu'un qui me paye, ça c'est quelqu'un, etc. Mes invités ils me payent jamais, toujours dans une bulle de confiance. Et dans cette bulle de confiance, quand tu as un peu d'influence, il y a un moment où si on te pousse un petit peu et on te dit tiens, une fois par an ou un peu plus, déjà ça te donne un peu l'idée, tu pourras en faire plus. Fais une asso, ou fais aussi des gens qui ont changé les choses. Tiens, peut-être que tu pourrais regarder là-dessus. Tu as un petit nudge, comme on dit en anglais. Ce petit nudge, il est intéressant. Et tu vois, cette année, j'ai enregistré avec Yann Bucaille des Cafés Joyeux. Okay. Un épisode qui est vraiment très, très cool, qui sortira donc pendant la semaine du podcaston. Et moi, j'essaye en plus je suis assez radical là-dessus. En revanche, je reste sur des gens qui sont vraiment... correspondent à mon format. Sur la martingale, on a eu cette discussion avec l'équipe du podcaston. A priori, je vais quand même, je sais pas s'ils le savent, je suis pas sûr, mais faire un épisode de podcaston aussi sur la martingale, donc sur Génial. mes 2 podcasts. Mais sur la martingale, typiquement, sur un podcast, les gens, ils l'écoutent parce qu'ils veulent comprendre comment gérer leur argent et comment avoir des bons plans et des choses comme ça pour gagner de l'argent. Ils sont pas là pour avoir un truc de donner, même la déficit, tout ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent pas tant que ça. Donc là, j'ai trouvé, a priori, avec 1, 2, 3 IM, Olivier Goua, tu vois, qui avait annoncé sur mon podcast sa maladie de Charcot. Oui, okay. Un gros entrepreneur qui a créé cette association qui s'appelle Invincible Été et Les Invincibles. Et en fait, avec une de ses anciennes boîtes, un gros fonds d'investissement, mais un des meilleurs de Paris, qui s'appelle 1, 2, 3 IM, ils vont créer un fonds dans lequel tout le monde bosse gratuitement. Donc, dans les fonds, il faut voir que c'est les gens qui travaillent, les avocats, les partenaires, etc., qui grattent quand même une partie de la performance, quoi. Et donc, avec un objectif de faire 6-7% de rendement annuel, pardon, je ne vais pas rentrer dans le technique, vous intéressez pas, vous stressez pas, pardon, et ils vont garder juste pour ceux qui investissent 3%. Et tout ce qui va au-delà, ce sera donné à des assos. Génial. Et en fait, là, pour moi, ça lie tout, tu vois, c'est que je vais pouvoir faire un épisode avec des gens qui sont super forts, parler de performance, comprendre comment ça marche, et dire ok, c'est super, toi tu vas faire ta perf, elle est pas garantie mais t'es quand même assez bien, puis tout ce qui ira au-dessus, en plus tu vas le donner, tu vas pouvoir probablement le défiscaliser, j'en sais rien, j'ai pas fait l'épisode encore, etc. Oui, t'as de la renta et du sens. Ouais, et du sens. Et donc tu vois, là j'aligne tout ça. Et je trouve ça bien de pouvoir avoir aussi ces discussions avec l'équipe du podcaston et donc d'avoir ce petit push qui fait aussi réaliser un peu aux gens que moi, tu vois, la martingale, je l'ai fait, l'argent, je m'en fous, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est juste que je considère que c'est quelque chose qui te permet de... Aujourd'hui, nous, on est un moteur, on a besoin d'un fluide, d'un carburant ou d'une électricité. Et l'électricité qu'on a qui nous fait vivre, c'est l'argent. Il faut s'en rendre compte. Une fois que tu en es rendu compte, et le monde associatif est très en danger par rapport à ça. C'est vrai qu'il n'y a pas un jour où j'entends pas des amis qui sont dans l'entrepreneuriat social et solidaire ou l'associatif qui sont à la limite de mettre la clé sous la porte. Parce que aujourd'hui, les financements associatifs fait que on a des problèmes de société où il y a de plus en plus d'associations, mais il y a de moins en moins de subventions. Ouais. Et les assos reposent beaucoup là-dessus. Et le numérique a tout bouleversé, quoi. Je veux dire, et ça, faut vraiment bien. Enfin, même les gens dans la rue, on n'a plus de pièces, on n'a plus de. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut bien se rendre compte. Et en plus, je pense que ça a bouleversé aussi un truc, ce sont les choix éditoriaux, ce qui concerne le podcaston, mais aussi ailleurs, c'est que comme ce sont des algos qui nous donnent l'info,
Avant, il y avait éventuellement des quotidiens, des radios, des télés qui ont de moins en moins de poids aujourd'hui, qui font des choix éditoriaux avec de l'intention, qui sont de montrer que le monde, c'est pas que des gens comme toi. On peut reparler d'inclusion, mais riches, qui sont dans la tech, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Et que c'est aussi des gens qui ont du besoin, qui sont différents, et donc ça, il faut être capable de le donner. Et nous, on peut avoir cette responsabilité en tant que podcasteur. Et ça, sur l'éducation financière, je trouve, peut-être pour clôturer ça, sur la martingale, je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'éducation financière, moi j'ai été beaucoup dans des assos de quartiers populaires, la question de l'éducation financière, elle n'est pas assez traitée. C'est-à-dire, on a des jeunes qui potentiellement viennent de quartiers plus défavorisés, donc qui ont aussi grandi dans un milieu social où les parents ont dû faire beaucoup plus attention à leur argent parce qu'ils en avaient moins. Et en fait, personne ne leur donne les codes de comment gérer leur argent. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est indispensable dans les assos de quartier populaire. Oui, je suis d'accord, mais honnêtement, je crois que c'est vraiment... Alors, s'il y a bien un truc sur lequel tout le monde est nul, et à peu près à tous les niveaux de la société, sauf peut-être... je connais peu d'endroits où, en fait, on t'apprend bien à gérer ton argent. Tu vois, c'est vraiment un truc... voilà, je pense, en revanche, sur les quartiers populaires, il y a aussi un truc, pardon, du coup, on déborde complètement, mais... j'ai été marqué en étant au ski récemment. C'est vraiment un truc qui m'a énormément touché. J'étais avec un jeune, j'étais avec mon fils à ma gauche et un jeune à ma droite. Tu sais, souvent quand tu es au ski, tu as des plus jeunes qui viennent et tu les accompagnes, ils viennent un par un. Et puis je parle toujours avec ces petits jeunes. Et puis eux, ils venaient de citer a priori, etc. Et on parlait de 2-3 choses, puis je lui dis, et toi, c'est quoi tes kiffs, t'es bon dans quoi? Et là, le mec, il fait 8 ans, quoi. Il me dit, non, mais moi, je suis bon en rien. Et je le regarde, je lui dis, mais ça veut dire quoi, t'es bon en rien? Et il dit, non, mais... Non, il m'a dit, je vais vous décevoir. En plus, tu vois, c'était assez drôle, la manière. Je suis bon en rien. Je lui dis, mais c'est pas vrai, en fait. Je veux dire, mais t'es peut-être bon je sais pas, moi, en Roblox, tu vois, je m'en fous. Et, tu vois, et puis, t'auras quelque chose à en faire, mais... et tu te dis, mais tu dis un gamin de 8 ans qui vit avec ça, c'est pas possible. On met dans la tête des jeunes que ça pour moi, je me rendais pas compte. Une sorte d'impératif de performance. Mais ouais, alors en tout cas, je sais pas si c'est pas forcément que en cité, etc. Mais avoir des gens comme ça, alors là, pour moi, la détresse d'un enfant qui te dit ça, voilà. Moi, je veux juste, tu vois, génération do it yourself, c'est vraiment le truc, c'est que a priori. Il y a des études qui te prouveront pour certains le contraire, etc. Mais a priori, on a tous plus ou moins le même cerveau. Et a priori, on peut tous ou moins finir en Steve Jobs, tu vois. Et il y a un moment où, en plus, on a cette opportunité avec le numérique d'aller chercher des apprentissages qui vont nous permettre une fois que tu es capable de te déchaîner, tu vois, ton cerveau et tout ça, et de te dire, OK, je peux. Et déchaîner celui des personnes d'en face aussi. Je pense qu'il y a un sujet aussi, parce que c'est vrai que moi je le vois avec mes entrepreneurs sur les levées de fonds. T'es noir, tu viens de quartier, t'as pas du tout les mêmes levées de fonds. Hein. Romain, tu veux un Pulitzer? Il faut que tu le décides avant d'y aller. C'est comme Edgar Gros-Piron. C'est très bien. On termine cet épisode avec mon ambition prochaine de décrocher un Pulitzer. Vous m'avez mis sur la bonne voie. Et ça, c'est grâce au podcaston, c'est grâce au numérique et à Diversity Days. Donc, merci à tous les deux. Merci également à l'équipe du podcaston d'avoir rendu cette rencontre et cet enregistrement possible. Merci également à Orso, Studio Orso, qui nous accueille aujourd'hui et qui nous prête chaleureusement ces studios. Quant à moi, merci à 20 minutes aussi, on le dit à toi, Romain, mais voilà, de nous recevoir sur ces médias et de donner la parole à tout le monde ici. On est très contents. Avec plaisir, et moi je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.